avec iOS 8 et j'espère iOS 9. On va espérer que leur future mise à jour va pas tout péter. J'espère que le son sera de meilleure qualité que la dernière fois. J'ai augmenté le son du micro et j'espère aussi que vous entendrez pas trop de bruit parasite. Je suis toujours à mon bureau, j'ai mon collègue qui travaille à côté, donc si vous entendez un peu de bruit des fois, ça peut être lui. Voilà, bon, on va pas parler plus longtemps, on va commencer directement. J'ai noté sur le côté les demandes qu'on m'a faites pour un peu pour structurer comment la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer. Je vous dis ce que j'ai noté. Ça va être à peu près le planning de la journée. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Donc du coup, je vais vous montrer déjà pour commencer comment avoir des éléments dynamiques qui vont être liés au code, donc par exemple des boutons, des labels, etc. Parce que apparemment pour certains c'est pas très très clair. La dernière fois on s'était contenté des contraintes. On va laisser ça un peu de côté, on y reviendra un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les contraintes que je vous ai pas encore montré. Je vais commencer par des éléments, enfin, on va commencer par des éléments un peu plus concrets du coup, donc des boutons, des labels, etc. Voir comment les relier au code et comment les modifier, et voilà. Ensuite, je vous montrerai comment faire quand on a plusieurs contrôleurs dans un storyboard. Donc on parlera des segways aussi, qui permettent de naviguer d'un contrôleur à un autre. Euh, Ensuite, je vous parlerai des table view. Et puis à la fin, si j'ai le temps, j'essaierai de faire un exemple de split view rapidement en storyboard aussi, pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Beaucoup moins que dans le code en tout cas. Au moins pour ça, je trouve ça vachement plus simple dans le storyboard que dans le code. Surtout que Apple est bien gentil de nous proposer un exemple déjà tout fait, donc on se basera là-dessus, je pense. Et puis éventuellement, si j'ai le temps, je vous donnerai un rapide exemple de l'utilisation de plusieurs storyboards dans un seul projet. Et on reprendra peut-être ça un peu en détail, mais on verra si on a le temps à la fin. Donc voilà, je regarde l'heure avant. Ah c'est bon, on est parti. Bon, donc voilà. Voilà. Donc on va reprendre le projet de la semaine dernière, hein. On va pas s'embêter. Hop. Donc voilà. Alors, on va se mettre ça un peu mieux. Hop. Donc voilà, la semaine dernière, notre petit projet avec nos 4 rectangles tout moches. On va enlever tout ça. Donc, hop, là, voilà. Donc j'ai enlevé tous mes rectangles, je reviens avec ma vue blanche. Donc oui, on est revenu en position initiale, hein. Vous voyez que j'ai rien changé dedans. Donc vous pouvez commencer sur un projet tout neuf et faire ce que je vais faire, ça devrait marcher tout pareil. Donc déjà on va commencer par vous montrer un truc que vous connaissez sans doute, c'est l'assistant editor que vous pouvez ouvrir en cliquant sur cette petite icône là, qui vous permet d'avoir la vue scindée en deux, avec d'un côté soit votre storyboard, soit ça peut être un contrôleur principal. Par exemple quand on est en objectif C c'est pratique parce que du coup on peut avoir le main ici et puis le header ici. Et c'est aussi pratique quand on travaille sur un storyboard parce que du coup comme ça permet d'avoir son interface et ici on peut choisir hop, le main. Donc voilà, comme ça j'ai mon contrôleur qui est là et je vais pouvoir lier des éléments que je vais mettre dans mon interface directement dans mon contrôleur. Donc on va commencer par un truc simple. On va mettre par exemple, on va mettre un label en haut ici, hop. Voilà. Et hop. Donc comme d'habitude, on le cale directement avec les contraintes. C'est un conseil que je peux vous donner si jamais vous construisez des UI un peu compliqués. Euh, Essayez au fur et à mesure que vous mettez vos éléments, de les positionner correctement et de mettre les contraintes et tout ce qui va bien en fait. C'est plus facile à faire quand on y va au fur et à mesure que de tout mettre en vrac et puis après de devoir mettre toutes les contraintes. Donc enfin voilà, après c'est vous qui voyez. Donc voilà, oui. On m'a fait remarquer dans le forum que j'avais pas précisé, que j'avais pas insisté sur l'importance d'avoir au minimum 4 contraintes ou plus sur chaque élément en fait. Alors, il y a certains cas où on n'est pas obligé d'avoir 4 contraintes. Le truc à comprendre, c'est que il faut pas laisser d'ambiguïté à Xcode. Donc, euh, il faut toujours pouvoir lui donner une information sur euh, sa position par rapport à la super vue dans laquelle il est, enfin à la vue dans laquelle il est, pardon.
et des informations par rapport à sa taille. Si vous ne donnez pas toutes les informations, il va pas être content et il va rouspéter. Regardez, par exemple, si je mets ça, hop, je veux juste qu'il soit calé en haut à gauche. Donc voilà, j'ajoute les deux contraintes là. Vous voyez, il commence à rouspéter parce qu'il n'a pas de... Voilà. Alors là, c'est un label, donc c'est différent. Le label, il va s'adapter à la taille du texte qu'il y a dedans. Donc par exemple, si je clique là-dessus et que je fais... voilà, il s'adapte. Et si je mets plus de texte, je vais pouvoir répéter la manipulation et il va s'adapter à la taille. Mais par exemple, pour une vue, il va pas vous dire ça, il va vous dire que il manque des informations par rapport à la hauteur et à la largeur. Donc, hop, celui-là, je vais le remettre au bout. J'ai envie qu'il prenne tout l'écran. On va le centrer après. Donc voilà, je veux qu'il soit un peu plus. Je vais définir une taille en dur pour qu'il soit à peu près toujours de, enfin pour qu'il soit toujours de cette taille-là exactement, en fait, de cette hauteur-là. Donc voilà. Et donc vous voyez ici alors si je vais ici, je peux voir toutes mes contraintes. Voilà, dans le matrix ici. Le size inspector, voilà, c'est ça. Et donc, on peut voir qu'il a bien 4 contraintes qui correspondent à sa position à gauche, à droite, en haut, et du coup sa hauteur. Donc ça permet à Xcode de le positionner sans aucune ambiguïté. Euh, en fait, c'est bête et méchant, quoi. Si on ne lui dit pas, enfin, il va pas savoir. Alors pour certains éléments, il déduit les contraintes tout seul, comme les labels, comme ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Mais pour certains autres, il va pas forcément trouver tout seul. Donc c'est pour ça, faut essayer de lui donner un maximum d'informations. Donc voilà, ici j'ai mon label. Donc vous, si vous avez l'habitude de construire votre interface de façon programmatique, vous avez l'habitude, par exemple, pour centrer votre texte ou pour changer la couleur, tout ça, de mettre tout ça dans le code. Ici, il n'y a pas besoin. Ici, vous allez sur l'assistant editor, ici, l'attribute inspector, pardon, ici. Vous cliquez dessus et vous voyez, il y a différentes propriétés qui appartiennent au label, qui sont inspectables directement dans l'interface graphique. Donc pour chaque élément que je vais sélectionner, ce qu'il va y avoir ici va changer. Donc par exemple, si je prends la vue de fond, vous voyez que j'ai moins d'informations que je peux remplir parce que forcément c'est juste une vue toute bête. Ici c'est un texte, donc on peut lui mettre beaucoup plus d'informations. Donc par exemple, j'ai envie que ça soit centré, donc je peux le centrer ici. Je vais agrandir un peu la police. Vous pouvez mettre des polices custom bien sûr ici si vous voulez. Vous avez voilà, il suffit de cliquer sur custom et ici vous avez la liste des polices que vous avez installées sur la machine. Faut pas oublier de les insérer dans le projet et tout, mais ça c'est un autre sujet. On y reviendra peut-être plus tard si ça intéresse des gens. Pour l'instant, on va laisser la police standard. De toute façon, en règle générale, c'est conseillé dans les guidelines d'Apple d'utiliser la police standard ou une des polices standards qu'elle a en tout cas. Et du coup, c'est des polices qui sont réglables dans les paramètres directement du téléphone et qui permettent à l'utilisateur d'avoir toujours le même, peu importe l'application où il va, d'avoir un look and feel un peu pareil tout le temps. Donc voilà. Moi, je garde la police système de base. Parce que là, pour l'exemple, on s'en fout. Et voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez d'autres informations, donc on peut changer directement le contenu du label. Donc, on va mettre, hop, voilà. Ok, on va l'appeler titre pour l'instant. Du coup, vous pouvez changer la couleur du texte, le nombre de lignes sur lequel il va s'afficher. Donc, si par exemple j'avais mis un texte super long, on peut dire que j'ai envie qu'il s'affiche sur 2 lignes seulement. Et donc si vous pouvez préciser, par défaut c'est sur 1. Si vous mettez sur 0, il s'affichera sur autant de lignes qu'il a besoin et qu'il peut afficher bien sûr. Et sinon, si vous mettez un chiffre autre que 0, il va respecter ce chiffre. Enfin, en tout cas, il n'ira jamais au-dessus. Et voilà. Tout ça, c'est des trucs d'alignement. Après, ici, l'auto-shrink, c'est pratique. Ça vous permet, quand vous essayez de faire une interface qui est destinée à plusieurs machines, vous pouvez faire en fait, ici, il suffit d'aller sur minimum font scale. Donc, vous avez aussi minimum font size ici, si vous voulez, mais c'est déprécié depuis, je sais pas, peut-être 5 versions d'iOS. Donc, j'imagine qu'un jour ou l'autre, ça va sauter. Donc, vaut mieux utiliser le minimum font scale. Et donc, ici, vous lui donnez c'est un taquet minimum en fait. C'est là par exemple, je l'autorise à aller jusqu'à la moitié de la police que j'ai définie par défaut. Donc si jamais il est dans un environnement où il a moins de place sur l'écran, donc si j'avais mis un grand texte par exemple,
soit il n'a pas assez de place sur l'écran, soit il peut pas écrire tout le texte dans la place que vous lui donnez. Il va réduire la taille du texte jusqu'à ce que ça corresponde ou qu'il arrive au taquet en fait. Donc vous pouvez aller aussi petit que vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 0, 0.1, même 0 j'imagine, mais du coup bon c'est un peu dangereux, ça peut faire en sorte que votre texte s'affiche pas. Mais bon ça c'est vachement pratique pour la localisation aussi parce que du coup si vous devez traduire une application en allemand, euh, je prends l'allemand comme exemple parce que l'allemand c'est vrai que ça, enfin ils ont des mots assez longs en général et du coup des fois sur des boutons juste un sauvegarder ou un truc qui est pas très long en français ça peut vite prendre de la place et du coup, c'est bien de faire ça parce que bah, ça vous permet d'avoir des boutons cohérents et pas genre le texte coupé au milieu avec des petits points. Donc voilà. Donc ensuite, vous pouvez changer différentes options. Je vous laisserai regarder si vous voulez avec les ombrages, les différents modes d'ombre, enfin, l'opacité, la couleur, machin. Ensuite, vous voyez, c'est découpé en parties en fait. Si je sélectionne la vue, on voit qu'il y a une partie vue seulement. Si je sélectionne label, on voit qu'il y a une partie label qui correspond aux informations et on voit qu'il y a une partie vue parce que le label c'est un héritage de la vue. Donc du coup vous retrouvez également les éléments qui sont présents dans la vue et qui sont inspectables ici. Donc par exemple vous allez avoir voilà l'alpha de la vue, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan, la teinte, etc. Vous avez les options de dessin. Voilà. Bon, on reviendra de temps en temps sur certains points là quand j'essaierai d'expliquer d'autres choses. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement besoin de se préoccuper de ça. Donc voilà. Là, j'ai installé mon label. Il est dans mon contrôleur. Si je build tout de suite là, je ne sais pas si l'iPad 2 va s'afficher correctement à mon écran. Il s'affiche pas sur le bon déjà. Donc si je build là, voilà. Hop. Euh, Vous voyez, j'ai juste mon titre. J'ai rien d'autre. Et je peux rien y faire sur le truc. Il n'est pas référencé dans mon contrôleur, donc si je voulais le changer, là, concrètement, je peux pas. Il est juste présent. Donc on va essayer de faire en sorte qu'on puisse le changer. Euh, je vais le mettre au centre plutôt par contre parce que j'ai l'impression que ça va pas être très clair avec l'iPad. Non, on s'en fout. Je vais le laisser là pour l'instant, on verra après. Donc on va rajouter un bouton pour pouvoir capter un peu d'interaction. On va le mettre au centre le bouton. Donc voilà, on va pas lui donner spécialement trop d'informations au bouton, on va juste lui donner, on va pas aller sur celui-ci, on va aller là, on va lui dire qu'on veut qu'il soit au centre horizontal et vertical de la vue dans laquelle il est. Donc du coup, c'est tout ce qu'il lui faut comme information. Vu que c'est un bouton, ça marche à peu près comme le label, alors pas tout à fait, mais sur ce point-ci en tout cas oui. Il va s'adapter à la taille du texte qui est à l'intérieur. Donc par exemple, si là je vais rajouter, je vais juste mettre du blabla pour l'instant, mais vous voyez, là c'est trop petit, du coup il n'a pas suivi. Ici vous pouvez soit passer par ici et faire update frame et il va se mettre tout seul. Sinon vous avez un autre, quand vous n'avez pas de contrainte encore de définie, ce menu là va pas s'afficher, mais si vous voulez que le truc prenne pile la bonne taille, vous pouvez aller ici dans, alors je crois que c'est editor, voilà, ici editor, et après vous allez sur size to fit content et ça va adapter l'élément au contenu qu'il y a dedans. Alors ça, il me semble que ça marche que avec les boutons et les labels et peut-être éventuellement les images, mais c'est à tester. Donc voilà, ouais, si je fais ça, pouf, il se met comme il faut. Donc voilà, ici on est réglé, je vais mettre autre chose dedans parce que c'est un peu... du coup, qu'est-ce qu'on va mettre Tiens, on va lui dire celui-ci va changer la couleur d'arrière-plan. Hop. Oula, pardon. On va oublier les majuscules aussi. Hop. Là, hop. Alors, il me semble que c'est pomme égale. Et il doit le faire tout seul. Non, ça marche pas. Ok. Pas d'accord. Voilà. Ici, on va le dupliquer celui-là. Et on va mettre. Ici, on va lui dire changer le texte. Vous voyez, on peut double-cliquer sur les éléments dans l'interface aussi pour changer le texte dedans. Pas besoin d'aller ici. On peut directement le changer dessus. Hop. Voilà. Hop. Du coup,
on va lui mettre des contraintes comme il faut pour qu'il s'affiche proprement. Donc là, on va lui dire au centre horizontalement et on va lui mettre juste un, voilà, comme ça. Hop, voilà, là, il est content, du coup, il va toujours s'afficher en dessous de l'autre. Je trouve que les boutons sans arrière-plan comme ça, sur un fond blanc, c'est un peu tristouné. Je vais leur mettre une couleur d'arrière-plan, juste histoire qu'on les voit un peu mieux. Hop, voilà, on va mettre un rouge bien dégueulasse, et comme ça. Et on va les mettre tous les deux. Oui, donc vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et changer également leurs attributs. Vous voyez par exemple ici, ils n'ont pas le même texte, donc c'est marqué multiple value, mais si je le change, il va mettre le même texte dans les deux. Et c'est pareil là, du coup je peux changer la couleur du texte, je vais le mettre en blanc, comme ça on la verra un peu mieux. Voilà. Bon, c'est pas très très joli comme ça, parce que du coup j'ai pas de marge sur mes boutons et tout, mais ça peut se régler tout ça. Là pour l'instant on va pas perdre beaucoup plus de temps que ça. Donc voilà. Ici on a des boutons, on a notre texte, on peut builder déjà, on va voir que ça s'affiche correctement. On peut faire tourner l'iPad, on voit que ça s'affiche correctement. Voilà, mes boutons ils sont cliquables mais ils font rien. Ils sont ajoutés, mais j'ai pas ajouté de cible dessus. Et donc je vais vous montrer comment on fait ça. Alors pour le besoin de l'exercice, on va dire pour l'exercice, je vais mettre un label ici, hop, au-dessus déjà. Voilà, comme ça, hop. On va le centrer. Donc celui-ci, on va lui dire pareil que les autres. Tu cales là, hop, et tu te mets horizontal. Voilà. Donc j'ai rajouté. Qu'est-ce qu'il a? Il est pas content. Bah quoi? Ah, bon, on va faire ça. Voilà, il est content. Il est toujours pas content. C'est bon. Des fois, il faut le faire plusieurs fois et puis ça lui va. Donc ici, j'ai mon label qui a pas de contenu dedans. C'est celui-ci qu'on va changer. Le titre, on s'en fout pour l'instant. On va changer le label là. Donc pour changer ce label, il faut qu'on puisse s'y adresser dans le code. Parce que bah, là, on peut pas, on n'a aucun lien vers ce label. On sait qu'il est dans notre vue, on pourrait éventuellement parcourir les subviews de notre vue jusqu'à ce qu'on trouve un label et que ça soit le bon, etc. Mais c'est le bordel et puis c'est pas pratique. Mais c'est prévu pour. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est, alors je crois que c'est contrôle, voilà, alors contrôle drag, vous voyez, quand je fais contrôle et clic gauche et que je le traîne, ça me fait une petite ligne comme ça. Alors ça marche avec contrôle drag et ça marche aussi avec clic droit drag. C'est plus simple, ça se fait une main. Donc ici vous pouvez directement le linker dans votre contrôleur. Donc si j'avais choisi une autre classe, donc par exemple on va prendre le app delegate, pardon. On va prendre le app delegate à gauche. Donc à droite pardon. Si vous appuyez sur Alt en cliquant, ça ouvre la classe à gauche, à droite pardon. J'ai du mal avec les directions aujourd'hui. Donc, et là, vous voyez, je ne peux pas le linker. Il ne me propose pas de ligne bleue ni rien pour le mettre. C'est parce que bah, c'est logique, c'est pas la bonne classe. Alors que si je vais sur mon contrôleur, ici, pouf, là, il me propose de le lier ici. Alors je ne peux pas lier dans l'implémentation puisque c'est une variable. Une déclaration de variable en Objective-C, je rappelle pour ceux qui pratiquent plutôt du Swift, ça se fait dans la partie interface. Je pourrais le faire dans la partie publique, dans le hash, mais vu que j'ai pas besoin d'y accéder à partir d'ailleurs, je vais le faire dans le M. Donc voilà. Alors on va l'appeler label 1. On va pas s'embêter. Voilà. Donc voilà, j'ai mon label 1 ici. Alors pareil, je pourrais lier mes boutons ici, comme ça marche. Et les boutons, vous voyez que je peux les lier dans l'implémentation aussi. Alors pourquoi? C'est parce que si je le lis là, ça va me faire je vais arrêter, comme le label, ça va me faire une property que je vais pouvoir après utiliser, etc. Par contre, si je le drague en bas là, il va me générer une fonction. Enfin, on va le faire. On va faire change color. Hop. Voilà. Donc là, on lui définit une fonction. Je passe les détails ici. Après, j'y reviendrai, mais pour l'instant, voilà. Vous mettez le nom de la fonction ici, vous appuyez sur Connect et il vous génère une fonction. Donc, vous voyez que les éléments qui sont liés au storyboard, ici, par exemple, il y a IBOutlet qui est marqué, et ici, il y a IBAction au lieu du void. Ça, c'est juste un
un truc pour Xcode pour lui permettre d'identifier que la méthode là ou la property ici correspondent à des éléments qui sont dans le storyboard. Vous voyez que si je passe ma souris sur le petit point ici, vous voyez l'élément qui est en question, il passe il s'encadre en bleu. Et pareil, si je vais là, on voit que c'est le bouton modifier la couleur. Mais ces deux éléments, ce IBOutlet et ce IBAction là, ont pas d'autre utilité que d'afficher ce petit point là. Si vous les virez, comme là par exemple, vous voyez le petit point il est plus là, mais mon code il marche totalement, il n'y a aucun problème. C'est juste une aide à Xcode qui permet de le visualiser. Donc voilà. Euh, hop, je le remets comme ça c'est plus clair. Voilà. Donc j'ai vu sur le forum quelque part que des gens se demandaient comment faire pour identifier, si mettons vous prenez mon code à moi que j'ai posté, par exemple, je sais plus, mes activités que j'ai postées, mon interface, je l'ai faite en storyboard. Si vous reprenez mon code et que vous voulez voir qui est quoi dans mon storyboard, etc., vous savez pas spécialement par où commencer, ce que vous pouvez faire, c'est un clic droit sur les éléments. Vous faites un clic droit sur les éléments et vous voyez une petite pop-up qui apparaît avec les connexions qui sont faites entre cet objet et le code. Donc là, par exemple, je vois que label 1, il est connecté dans la classe qui s'appelle ViewController. Donc ici. Et si je clique sur celui-ci, je vois qu'il est connecté nulle part, sauf que là, on voit qu'il va envoyer un événement en cas de touch-up inside. Donc c'est s'il détecte qu'une touche s'en va de l'intérieur, il va appeler la méthode changeColor de la classe du contrôleur. Donc vous voyez, il y a moyen de remonter dans ce sens-là, et bah, dans ce sens-là, en partant du contrôleur vers l'interface, c'est pareil. Vous pouvez cliquer dessus, et en plus, vous pouvez faire un clic gauche, ce coup-ci, et vous voyez où il est. Voilà, il est dans le storyboard qui s'appelle écran principal, et c'est le bouton, donc là on voit le petit B, qui s'appelle modifier la couleur. Et si je clique sur le label ici, hop, c'est pareil. Voilà. Label dans l'écran principal. Alors, comment il fait lui pour garder les traces de tout ça, etc. Je vous avoue que je sais pas, je suis jamais rentré dans le détail. J'imagine que si on ouvre le storyboard en mode texte, vous devez le voir dans le XML quelque part, mais j'ai jamais été foutre mon nez là-dedans. Je sais que ça fonctionne comme ça. Je me suis pas spécialement posé plus de questions. Si jamais vous vous posez la question, je sais que quand on fait des commits sur Git, on voit le storyboard en mode full text. Du coup, dedans, vous pouvez le voir, j'imagine. Donc voilà pour ça. Donc les éléments, vous voyez, c'est pas compliqué à allier. Ça se fait en drag and drop. Et en plus de ça, ça fait exactement pareil pour les fonctions. Donc là, j'ai ma fonction qui va être lancée quand je vais appuyer sur modifier la couleur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que rapidement, je vais faire hop, ah oui, quelque chose que je vous ai pas montré. Alors c'est pour les gens qui utilisent Arc, sinon vous vous en foutez des weak et des strong. C'est conseillé d'utiliser Arc si vous utilisez le storyboard honnêtement, parce que du coup, bon, je sais pas si c'est conseillé en fait, je dis peut-être des conneries. Moi je l'ai jamais, enfin moi j'utilise toujours Arc parce que je trouve ça plus pratique. Après, je pense que ça doit se faire aussi sans le storyboard, mais enfin voilà, c'est une question de point de vue. En tout cas, si jamais vous utilisez Arc et le storyboard, vous pourrez vous poser la question de pourquoi il m'a collé le label en weak ici. C'est parce que implicitement, la vue principale du contrôleur garde une référence vers tous les éléments qui sont dedans. C'est dans le view.subview, vous verrez, c'est un tableau qui contient toutes les subviews d'une vue. Donc du coup, l'élément est déjà référencé quelque part avec une référence strong, puisque dans un tableau, c'est toujours un strong. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un strong supplémentaire. Donc tous les éléments que vous liez à partir du storyboard sont liés avec un pointeur weak. En partie pour ça, et en partie parce qu'ils ne sont pas instanciés tout de suite, et que sinon ça fout le bordel. Enfin, après ça c'est autre chose, mais la raison principale, c'est parce que ils ont déjà une référence quelque part et que du coup, pour éviter d'avoir des fuites mémoire, etc.,
Xcode il est assez sympa pour vous mettre tout en wiki ici. Donc voilà. Euh, hop. Donc ici je vais créer un tableau avec 3 couleurs comme ça. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pardon, j'ai mis un 9. Hop. Donc on va faire un peu de laziness. Arrêt, c'est color je l'ai appelé. Hop. Alors ça je sais pas si ça a été expliqué dans dans la première partie du MOOC ou pas. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, ça, c'est de faire comment euh, pour beaucoup de variables de ce type-là, je les instancie dans les getters. Comme ça, quand c'est des tableaux statiques ou des trucs, c'est vachement pratique de les instancier dans les getters. Comme ça, bah, ils sont là que quand on a besoin. Après, c'est un principe de programmation que beaucoup de gens connaissent, hein. Vous n'êtes pas des bébés. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en Objective-C, bah, surtout quand on utilise Arc avec les getters et les setters automatiques, on peut se permettre de le faire sans que ça soit une plaie, parce que bah, il suffit de rajouter les getters qu'on a besoin. Et puis voilà. Donc ici, voilà. Alors, je vais pas mettre red, j'ai déjà un bouton red, on va mettre yellow. Voilà. Voilà. Color. Et color. White. Tac. Donc voilà, j'ai mis 3 couleurs dans mon tableau. On va faire un truc ici. Hop, voilà, je fais les caractères en trop, désolé. C'est pas ça. Voilà. Current color. On va juste garder une trace de la couleur principale, de la couleur courante pour pas s'embêter trop. Donc là, on va dire que hop, égale 1, 2. On commence par du blanc. Hop, et on va faire ça. Hop. Voilà, comme ça, on s'embête pas. Change color. Du coup, punaise, je sais plus écrire. Hop, ça me stresse un petit peu de faire des vidéos, du coup j'écris n'importe quoi. On va faire comme ça. Voilà. Égale 0. Hop, comme ça on revient à 0. Et on fait. Alors, ici c'est ce que je vous disais, la vue principale, je vous l'avais montré la dernière fois, elle est reliée. Si on clique dessus, on voit. Alors, où c'est qu'on voyait ici peut-être? Je sais plus. Je vous avais montré la dernière fois, mais je sais plus par où. Enfin bref, la vue principale, c'est toujours self.view dans le contrôleur, hein. Vous le savez aussi, quand vous créez un contrôleur dans le code, ça marche pareil. Donc voilà, self.view, on va lui dire background color égale hop, color. Hop. Voilà, comme ça, on a notre bouton qui qui nous change notre couleur à chaque fois qu'on clique dessus. On va tester rapidement. Voilà, ça marche. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Voilà, c'est réglé. Alors la première fois ça n'a pas marché parce que je mets cette variable à 2 quand j'appelle mon tableau de couleurs et là je ne l'ai pas encore appelé. Donc c'est pour ça. Mais c'est pas spécialement grave. Là ça fonctionne, il y a juste le premier coup pour rien. C'est pas censé être un code super oufissime de la mort. Donc j'ai mon label ici qui est référencé. J'ai pas encore de référence pour ce bouton, changer le texte.
Donc on va le référencer comme l'autre, on va faire une action, changer change texte, hop, voilà. Ah oui, alors attendez. Mettons que comme moi là, vous avez fait une fonction et que vous vouliez l'enlever. Si vous l'enlevez comme ça, juste, et que vous buildez, vous allez avoir un bon petit bug des familles, comme il faut. Dès que vous cliquez sur le bouton, voilà, vous avez un bon plantage bien comme il faut, avec un gros message d'erreur bien dégueu. Donc si on veut, comment juste un petit truc perso que je sais pas si tout le monde connaît. Si vous allez ici sur, alors c'est ici sur Breakpoint et que vous cliquez sur plus là en bas, hop, vous faites Add Exception Breakpoint, il vous met comment, un stop qui va se déclencher dès qu'il va détecter une erreur. Donc si on refait ça, en principe, il devrait pas me foutre une grosse erreur bien crado comme ça, mais s'arrêter à la ligne où ça pose problème. Donc là, il s'arrête toujours dans le main parce que c'est dans le storyboard que ça pose problème. Donc, mais vous verrez plus tard, je ferai une erreur un peu plus loin et je le désactiverai. C'est bien pratique pour débugger. S'il y en a qui connaissent pas l'existence des breakpoints, eh ben utilisez-les, c'est cool. Donc voilà, ici ce qu'il me dit c'est alors euh, view controller change text unrecognize selector send to instance. Effectivement, si on va un peu dans le détail, euh, j'ai appelé la méthode changeText sur ViewController. On peut voir que changeText ici, il n'existe plus puisque je l'ai effacé. Et en fait, le bouton là, il référence toujours une fonction qui n'existe plus. Donc soit je la remets à la main et puis je me débrouille avec changeText, soit je clique droit dessus, on voit qu'il référence toujours la méthode. Il suffit de cliquer sur la croix ici, boum, il n'y a plus de méthode. Voilà, c'est réglé. Donc du coup, on va recommencer. Donc je vais le linker ici, et là ce coup-ci, on va s'arrêter un peu sur le pop-up. Donc vous voyez que ici sur la connexion, il me propose, bon là, il me propose une petite combo box ici, mais qui est grisée parce que forcément c'est une action puisque c'est dans c'est dans l'implémentation de ma classe. Si je fais cancel et que je vais le mettre ici, il me propose soit un outlet, soit une action, soit une outlet collection. Donc outlet connection, c'est comme un outlet, sauf que bah, c'est un tableau en fait. Donc si par exemple je voulais faire un tableau avec tous mes éléments ici pour pouvoir leur appliquer, je sais pas, au chargement de la vue, des coins arrondis ou un truc du genre, je pourrais les mettre tous dans un tableau et puis à la fin dans le view guide appear par exemple, je fais je fais une énumération sur mon tableau et je peux leur appliquer tous ouais, un arrondi sur les bords ou un ombrage ou je sais pas, leur changer de couleur en fonction de quelque chose, enfin bref, ce qu'on veut. Donc vous voyez qu'ici, voilà, il propose Outlet, Outlet Collection et Action. Donc si on va sur Outlet, euh, donc il vous met vers quoi il va le linker, donc View Controller, si j'avais une classe qui s'appelait autrement, il me met autre chose. Le nom que vous devez remplir, le type, donc là le type on peut préciser bah, seulement 8 boutons, ça sert à rien, enfin on peut pas mettre autre chose. Et le storage, il vous propose quand même de mettre strong si vous voulez, mais enfin laisser sur weak, ça mange pas de pain. Si on va sur Outlet Connection, il a enlevé le storage puisque là, Outlet Collection, il va forcément faire un strong puisque bah c'est pas c'est un tableau qu'il va créer, donc il faut qu'il y ait un pointeur fort vers ce tableau. Donc il n'y a pas le choix. On peut choisir le type d'éléments qui vont dans le tableau, mais encore une fois, il nous laisse qu'un seul choix, donc voilà. Et on peut donner un nom. Et si on va sur Action, c'est là où les options sont un peu plus intéressantes et où on peut les changer de temps en temps. Pareil, on donne un nom. On peut donner le type d'élément qu'on envoie. Donc par défaut, c'est ID, mais on peut mettre on peut préciser. C'est juste que si vous mettez ID, vous pouvez faire qu'en sorte qu'un slider et un switch et un bouton et peu importe quel élément qui qui déclenche un événement, euh, vous pouvez le lier directement tous à une seule méthode et puis faire votre tri dans la méthode après. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Puisque du coup, vous voyez, ici on voit sur la méthode là, la méthode elle envoie un argument qui est le sender. Donc en fait, c'est le bouton ou l'élément graphique qui a appelé cette méthode. Donc du coup, si vous faites un tri là-dessus, vous pouvez faire des actions différentes pour chaque bouton et avoir qu'une seule méthode qui va gérer toutes vos actions. Ça, c'est à vous de voir après, c'est vraiment un choix personnel. Moi, je le fais, mais ça dépend des circonstances. Euh, donc voilà.
donc c'est pour ça que vous pouvez mettre un type ID. Vous voyez, c'est reporté ici. Si je mets UI button ici, il va, il va me créer une méthode et il va me mettre UI button ici. Ici, vous avez l'événement qui va déclencher l'appel à la fonction. Donc vous avez des... Alors, je crois que tous les éléments touch comme ça va correspondre au bouton, si je dis pas de bêtises. Euh, Aussi, ça va correspondre à peu près à tous les éléments, je crois, qui héritent de UI Responder, de UI Control, pardon. Donc, je crois que les champs de texte, etc., sont aussi concernés. Donc, vous pouvez déclencher une action quand il y a un touch sur un champ de texte. Le value change, c'est par exemple pour un slider. Il me semble que les champs texte aussi trigger cette action. Faut tester. Après, pas compliqué quoi. Vous faites vite fait un projet où vous mettez un élément et puis vous linkez toutes les actions avec un log et puis vous verrez bien qu'est-ce qui déclenche quoi. Le did end, non exit, c'est pareil. Je crois que c'est que sur les champs de texte, si je dis pas de bêtises. Et le editing change, did begin et did end, c'est pareil, c'est sur les champs de texte aussi. Mais nous, par défaut, je vous mets touch up inside et c'est bien, parce que ça détecte quand on touche, voilà, quand on relâche le bouton, je crois, à l'intérieur. Donc voilà. Donc on va faire ça. Et ici, vous avez un argument. Donc vous voyez ici, il met sender. On peut mettre sender an event. Donc il va vous donner, justement là, il va vous envoyer, je crois que c'est une énumération qui contient tous les événements de UI control. Du coup, il va vous renvoyer le bouton et l'événement. Et sinon, on peut mettre none. Et du coup, moi là, je vais mettre none parce que j'ai pas besoin. Donc on va mettre hop, change text. Encore une fois. Et vous voyez que là, il me met pas d'argument. Et là, je l'ai linké dans l'interface ici. Donc il m'a fait une déclaration et puis il m'a mis la fonction ici. Alors là pour le coup ça sert à rien puisque je l'ai mis dans le point M, donc du coup la déclaration de la fonction est privée, donc il n'y a pas d'intérêt à l'avoir dans l'interface privée et dans l'implémentation, à moins que vous fassiez éventuellement de la documentation ou des trucs comme ça. Là peut-être. En général, quand on le link dans l'interface, on le fait dans l'interface publique pour des méthodes qui peuvent être appelées de l'extérieur. Voilà. Mais bon, là, je vais l'enlever. Donc, dans le change text, on va faire quoi? On va l'appeler, il s'appelle comment? Label 1. Oui, comme ça, tiens, j'ai une idée. Comme ça, je vais vous montrer l'auto-shrink dont je parlais tout à l'heure. Donc on va faire label 1, point texte, égale, string format. Alors c'est pas la méthode la plus simple, c'est pas la meilleure méthode à utiliser, mais bon, j'ai l'habitude d'utiliser celle-là, donc on va faire comme ça. Hop. On va rajouter un caractère à la fin. On va mettre, on va définir ça. Hop. On va faire donc self.label.text virgule et puis le caractère, on va mettre un A à la fin. Comme ça, c'est un truc qui est vachement utile. Donc voilà, là j'ai ma fonction, elle est faite, elle fonctionne en principe. Je vais juste aller sur voilà, comme je vous montrais tout à l'heure, sur l'auto-shrink. J'ai sélectionné mon label, je vais sur l'auto-shrink ici. Je fais minimum font scale et je vais le mettre à 0,1. Hop. Et vous allez voir que ici, on va démarrer avec un label qui va avoir cette taille-là, puisque le contenu dedans c'est le label. Et à chaque fois que je vais appuyer sur changer le texte, il rajoute. Ah bah il change sa taille en plus, vous voyez, il refait l'auto-layout tout seul, donc pour l'instant il n'a pas besoin. Quand je vais arriver au bord de l'écran, j'aurais dû rajouter plus de A d'un coup, ça aurait été plus simple, ça m'aurait évité de cliquer comme un bœuf. Quand je vais arriver au bord de l'écran, vous allez voir que le texte va commencer à rétrécir au fur et à mesure qu'il a plus de place. Jusqu'à ce que 0,1... Non,
Et bah non, il s'en fout complètement. Ok, bon bah écoutez, je sais pas pourquoi il fait ça. Je suis pas je peux pas genre scroller dans l'iPad, non? Non, non, pourquoi il fait ça? Alors, peut-être ça vient peut-être du fait que je lui ai pas mis de largeur, du coup il prend la largeur qu'il veut. Si je fais comme ça et que je le cale sur les côtés, hop, hop, là, to constraint, tic, et on va rajouter A, B, C, D, E, F, voilà, ça ira plus vite. On va relancer ça. Et là, en principe, voilà, ça va plus vite. Il devrait adapter la taille du texte. Voilà, vous voyez, il réduit mon texte en fonction de sa longueur jusqu'à ce que ça soit totalement lisible. Donc là, j'ai mis 0,1, c'est totalement ridicule puisque vous voyez bien que là, enfin, à moins d'avoir une bonne loupe, on va pas voir grand chose à part des pixels, quoi, même avec une loupe. Mais vous voyez que des fois ça peut être utile. Alors là, j'ai fait un exemple exagérément long, mais ça peut être pratique. Donc voilà pour les boutons. Je pense que j'ai fait le tour sur les boutons et sur les éléments. Voilà. Après, chaque élément, si vous voulez, on peut en mettre deux trois sur la page. Vous voyez, chaque élément va avoir ses propres, ses propres propriétés qui vont pouvoir être modifiées. Donc voilà, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est découpé dans la hiérarchie de l'héritage. Donc vous allez de l'élément de l'enfant le plus bas dans l'héritage et vous remontez jusqu'au plus haut qui va être UI View. Et du coup, vous pouvez éditer tous ces paramètres. Ouais, donc là, par exemple, le segment control, on va pouvoir lui ajouter des segments facilement. Hop. Alors voilà, après il y a des limitations. Par exemple, le segment de contrôle, si vous voyez, j'ai pas les petites poignées pour changer sa taille. Je peux changer sa taille en largeur, y a aucun problème. Par contre, la hauteur est fixe. Et c'est pareil. Ici, vous pouvez pas changer la hauteur. Vous voyez, je peux changer la largeur, mais je peux pas changer la hauteur ici. Qu'est-ce qu'il y a comme autre élément euh, Les text fields. Alors, je pense qu'on y reviendra la prochaine fois sur les text fields parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Euh, c'est pareil, les sliders, vous voyez, c'est tout bête après, hein, c'est des contrôles tout simples. Et du coup, vous pouvez paramétrer beaucoup de choses ici directement dans c'est quoi? C'est l'assistant éditeur qui s'appelle celui-là? Non, dans le panneau Utilities. Donc voilà, vous pouvez paramétrer plein de choses. Et maintenant, alors depuis iOS 6 ou 7, je crois, vous pouvez même designer vos propres éléments d'UI. Donc par exemple vos vues custom qui vont dessiner ou vos boutons custom qui vont avoir une apparence particulière ou vos contrôles en règle générale. Et vous pouvez définir certaines propriétés qui vont être inspectables directement ici dans l'interface et que vous allez pouvoir modifier. Et vos éléments, vous pouvez les définir comme dessinables dans l'interface. Et du coup, ça vous fait des éléments qui sont que vous pouvez voir directement dans votre contrôleur. Donc par exemple quand vous avez je sais pas si vous faites des dessins un petit peu avec UI, Bezier Pass, etc. Vous pouvez les visualiser directement dans l'interface, ce qui des fois peut être vachement pratique. Et même les éditer. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, en fait, le storyboard c'est en quelque sorte euh, comment c'est votre interface qui est alors c'est pas tout à fait ça mais en quelque sorte l'interface que vous générez là est sérialisée dans l'état où il est là et il est désérialisé quand vous instanciez votre contrôleur. Donc du coup si vous faites des modifications sur la couleur, sur le machin, vous n'avez pas besoin de vous embêter dans le code. Après, il n'y a pas que le layout, il y a aussi tout l'aspect visuel de votre application qui peut être défini dans le storyboard sans avoir une ligne de code à rajouter. Parce que vous voyez la couleur moche de mes boutons avec le texte en blanc, etc. C'est absolument signifié nulle part dans le code. C'est ce qu'on voit là qui apparaît dans le simulateur. Si je pop le simulateur, voilà, c'est ce qu'on voit là qui apparaît dans le simulateur. Alors, je vais changer la couleur de fond parce qu'elle est dégueu. Voilà. Et ça, vous avez rien à faire, ça vient gratos, quoi. Vous le faites ici et c'est réglé.
Donc après, je passe les éléments rapidement. Je vous montrerai certains dans le détail un peu plus tard, dans d'autres vidéos, je pense. Mais voilà pour l'instant. Donc je vais virer mon tas de bazar ici. Hop, on va tout sélectionner et dégager ça. Voilà. On oublie. Bah, là, du coup, ça pose pas de problème. Si je build maintenant, ça va pas poser de problème que mes éléments soient référencés dans mon contrôleur. C'est juste qu'ils seront nuls. Mais avec la magie d'Objective-C, on peut se permettre d'avoir tout un tas de variables qui sont nulles. Enfin, nil, pardon. Du coup, ça pose pas de problème. Vous voyez qu'ici, les petits ronds sont vides. Du coup, si je remets un label je vais vous montrer un truc. Si je remets un label ici, hop, et que je veux que il soit connecté à label 1 comme ça, je peux faire un drag and drop dans ce sens-là. Et vous voyez, je le sélectionne. Et ça marche aussi hop, dans l'autre sens. Donc par exemple, si je sélectionne ici, je peux le draguer ici et hop. Et là, mon label 1, c'est devenu celui-là. Et si je le vire du storyboard, pouf, vous voyez qu'il n'y a plus rien dans le petit rond. Avant, il y avait un espèce de petit plus qui était dessiné qu'on voit pas beaucoup. Là, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc tout ça, je peux me permettre de dégager maintenant. Hop. On repart sur un contrôleur clean. Alors, j'avais ça dans ma liste, donc les boutons, les labels, tout ça. Putain, j'ai mis un paquet de temps. Je vais essayer de speeder pour la suite. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche quand on a plusieurs contrôleurs dans le storyboard. Alors pour l'instant, on va faire tout dans le storyboard. On reviendra après sur d'autres méthodes qui permettent de faire des trucs plus compliqués, mais pour l'instant, on va faire un truc tout simple. Donc ici, j'ai un contrôleur classique. Je vais lui mettre un bouton. Hop, on va mettre Go dedans. Go. Voilà. On va mettre un gros bouton parce qu'on a des gros doigts. Hop. Si j'arrive à... Voilà, comme ça. Un gros bouton carré au milieu. Enfin, moche au milieu. Hop. On va lui dire hop, de loquer ça. On va le laisser au milieu. On va mettre un bouton rouge parce que c'est plus joli. Non, mais bon, quitte à faire des trucs moches, autant le faire des trucs moches jusqu'au bout. Et on va changer la couleur du texte en bas. Voilà. On a un gros bouton Go. On va mettre Go en gras. Vous voyez, ça se fait plutôt rapidement après. Une fois qu'on a l'habitude, hop, ici on va mettre du black et on va le mettre à 30. Voilà, on a un gros bouton Go qui est bloqué au milieu et pour l'instant qui fait rien. Il n'est pas relié dans mon contrôleur, il est relié nulle part. Maintenant on va choper ici, donc vous voyez ceux qui sont en jaune c'est des contrôleurs. En dessous c'est les éléments d'interface directement, mais tous ceux qui sont entourés en jaune c'est des contrôleurs. Alors certains, genre par exemple ici vous devez avoir le map view à un moment, je sais plus, c'est peut-être plus bas, où vous pouvez insérer directement une carte dans votre contrôleur. Après, il y en a certains qui demandent d'importer enfin, des parties du SDK qui sont pas importées de base, genre MapView par exemple qui demande d'importer MapKit, etc. Là pour l'instant on va pas s'embêter. Oh, bah tiens, on va mettre un TableView Controller. D'accord. Comme ça bah, on va en parler après. Hop, on va mettre un TableView Controller. Alors, on va commencer. Alors, vous voyez que là, j'ai juste un contrôleur classique et un TableView Controller. Je n'ai même pas défini de classe pour le gérer, mais on va partir avec le TableView Controller par défaut. Ici, ce qu'on peut faire, c'est que c'est pareil que l'autre. Clic droit et drag, ou alors contrôle drag, ça marche. C'est quasiment tout le temps comme ça. Vous pouvez aussi draguer des trucs ici d'ailleurs, si vous voulez. Si vous voulez draguer au contrôleur directement, vous pouvez aller là aussi. Donc voilà, après c'est juste, voilà, pardon, je parle en langue, enfin je fais des anglicismes, drag and drop, glisser-déposer du coup. Vous pouvez faire un glisser-déposer comme ça. Hop, là, donc là on va cibler directement le TableView Controller. On va le cliquer comme ça, et donc là il me propose. Il voit que c'est pas ma classe qui est reliée, etc. Donc il va me proposer autre chose. Donc là vous voyez, il me propose Action Segue et Non-Adaptive Action Segue. Donc les Non-Adaptive Action Segue, c'est les anciens Segue qui marchaient pour iOS 7 et antérieurs, mais qui sont dépréciés. Donc on va utiliser juste les Action Segue qui sont adaptives. Donc là par exemple si je fais Show, il va essayer de faire un push, mais je suis pas dans un navigation controller, donc il devrait pas marcher. Show detail, ça va être pour quand on fait euh, un split view. Ici, présente modally, c'est celui-là qu'on va utiliser pour l'instant. Donc il va si vous vous souvenez, je crois qu'on l'a vu dans le cours à un moment sur le MOOC, le segue modal, c'est celui qui n'a pas de bouton en retour de prévu, donc il n'y a pas de navigation controller, et le contrôleur que vous affichez s'affiche plein écran.
Donc dans les guidelines d'Apple et dans la plupart des trucs que j'ai lus, c'est conseillé d'utiliser les modales pour un élément qui bloque l'application. Donc par exemple, si vous avez besoin d'informations et que vous voulez pas que les gens, pendant qu'ils rentrent les informations, puissent sortir de la page, modal c'est bien. Sinon, c'est conseillé de mettre du push, que les gens puissent naviguer librement. Mais là, pour l'instant, pour la démo, on crée notre Segway. Donc le Segway, je m'étends pas dessus volontairement parce que je vais vous montrer, enfin, comment, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Donc grosso modo, juste en faisant ça, ça fonctionne en principe, si je me trompe pas. Là, je clique sur mon Go, pouf, il m'a monté un table view. Alors on voit pas des masses parce que mon table view, la couleur de fond est dégueu. Enfin, elle est blanche aussi, et blanc sur blanc, ça se voit pas. Tiens, je vais mettre une couleur crado ici. On va mettre un joli rose. C'est tellement joli. Voilà. Et donc, on a notre joli rose qui est là. Si on clique dessus, pouf, on voit que mon table view est bien monté. Je peux plus le quitter, je suis obligé de cracher l'application et de la relancer si je veux revenir sur le Go. Mais mon table view s'affiche bien. Et vous voyez, j'ai pas une ligne de code à faire. Alors forcément, le table view est vide, tout ça, mais pour l'instant, j'ai pas une seule ligne de code à faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu classe quand même. Donc on va faire ici, je vais créer un nouveau contrôleur, donc commande N hein, pour ceux qui connaissent pas les raccourcis. Donc on va prendre une classe en Objective-C parce que bon, faut pas déconner. Hop. Alors ici, on veut un TableViewController, on va l'appeler MyTableViewController. Pouf. Voilà, donc on cale dedans. On est bien, on est bien. Donc ici, comme je vous avais expliqué pendant le premier épisode du tutoriel, je ne sais pas si je l'ai montré en détail d'ailleurs. Voilà. Donc là, j'ai créé une classe qui s'appelle MyTableViewController, mais pour l'instant, elle n'est pas liée à ce TableViewController précis dans le storyboard. D'ailleurs, vous voyez, dans le fond, c'est marqué TableView, prototype content, machin. Il n'y a rien qui me dit, quand je clique dessus, ouais, il me dit TableViewController, il ne dit pas MyTableViewController. Donc du coup, il va utiliser le générique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit rond jaune ici. En fait, le rond jaune ici et le rond jaune là représentent le contrôleur. Ça, c'est le first responder. Donc vous pouvez lier des trucs dessus pour qu'il soit first responder, comme on l'a vu par exemple pour le chèque, etc. Vous pouvez lier des vues directement pour que ça soit elle la first responder ou pas. Et ça, c'est pour faire des segways inverses, mais on y reviendra. Donc là, pour l'instant, on va juste cliquer sur le TableViewController. Et si vous voyez, je reviens sur mon petite interface ici. On voit que là, il n'a pas mis de classe. Il met UI TableViewController, c'est la classe par défaut. Du coup, on va choisir plutôt hop, MyTableViewController. On le rentre là. Et il est content. Maintenant, vous voyez, quand je passe par-dessus avec ma souris, il met bien MyTableViewController. Et si ici, je vais sur automatique, vous voyez qu'il m'affiche le contrôleur qui correspond. Et si je clique sur l'autre, il raffiche le ViewController. Vous voyez, c'est bête comme chou. Donc, c'est un TableViewController, donc il vient en prime avec le Delegate et le Data Source. Donc il implémente, enfin, il a déjà les protocoles qui sont implémentés dans TableViewController. On peut aller le voir si on veut d'ailleurs. Vous voyez, si on va sur le TableViewController et qu'on fait, j'ai fait la doc là. Si on fait ça, voilà. On arrive ici, on voit que il implémente 8 TableViewDelegate, 8 TableViewDataSource, donc sans doute que dans son implémentation, il doit rien mettre dedans ou je sais pas quoi. Nous, on va les surcharger, les méthodes, c'est pas grave. Donc, on va mettre quoi on va faire quelque chose d'un peu sympa. On va faire en sorte que c'est juste un afficheur, il n'a pas de données. Donc, on va lui faire une propriété publique qui va être un tableau. Donc, property. Hop. Donc, du coup, strong atomic. Hop. NSArray. Data. Ok. Donc on va dire que notre tableau data, ça va être un tableau de chaîne de caractères. Comme ça, on va pas s'embêter trop. On va juste faire en sorte qu'on va afficher une chaîne de caractères par case et puis remuer. Donc, ici, premièrement, alors oui, il y a quelque chose que j'ai pas évoqué encore parce que j'avais pas trop mis de code dans les contrôleurs, mais quand vous faites un
une application en utilisant un storyboard, vous allez vouloir initialiser des choses au lancement de certains écrans. Par exemple, si vous utilisez enfin, une même vue dans des contextes différents, vous allez vouloir initialiser un titre ou un truc du genre. Le truc, c'est que euh, dans le cycle de vie des vues, vous avez plusieurs méthodes, donc on va les voir vite fait ici. Alors si on fait view, en principe il nous les met toutes. Donc voilà, on va avoir le view did load, le view did appear, le view will appear, le view did disappear, did layout view, etc. Donc ici, ce que la plupart des gens font en premier coup, c'est qu'ils se disent bah, je vais dans le view did load et puis je mets tous mes textes, etc. Le truc qu'il faut savoir, c'est que dans le view did load, tous les outlets que vous avez définis sont pas connectés, enfin sont pas encore créés en fait. Dans le view did load, votre interface issue du storyboard est pas encore, il est dessiné quelque part en mémoire, mais les outlets que vous avez créés sont pas liés dans votre classe. Donc en fait, tous vos outlets dans le view did load, donc par exemple tout à l'heure mon label 1, dans le view did load, il est à nil. En fait, il est instanci, enfin le lien est fait plus tard. Alors, en général, dans le view will appear, c'est déjà prêt. Et dans le view did appear, c'est forcément prêt, puisque la vue apparaît sur l'écran. Dans le view will appear, c'est déjà prêt. Des fois, dans le view did load, il y en a qui sont prêts, mais je pense que c'est plus enfin, c'est plus dans des cas spécifiques. Mais sinon, en règle générale, c'est dans le view will appear qu'on va mettre à jour les éléments graphiques qui ont besoin d'une mise à jour en fonction d'autres choses. Quand on ne peut pas le mettre dans le storyboard, on le fait à ce moment-là. Donc là, je vais partir dans le view will appear. Hop. Donc, faut pas oublier d'appeler super. Hop, 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 voilà. Et ensuite, on va faire, bah, on va reloader notre tableau au cas où qu'il soit pas loadé. Parce que le truc, c'est que on sait jamais à quel moment il va appeler le load data. Et donc, on sait pas s'il va l'appeler, enfin le reload data du tableau en fait. Et on ne sait pas en fait s'il va l'appeler avant qu'on ait initialisé notre tableau avec nos données dedans ou après. Alors quand le tableau est inclus dans le contrôleur et que c'est lui qui le connaît, on peut partir du principe que comme tout à l'heure par exemple quand on le définit dans le setter, on sait que quand il va être appelé, il va être set, il n'y a pas de problème. Par contre quand on fait comme là, où on va le passer par le Segway, je vais vous montrer comment on fait, on ne sait pas si le Segway, enfin si le table view a tenté de se charger avant ou pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans le view will appear, on va forcer le reload data parce qu'on sait que dans le view will appear, la vue elle est déjà prête, tout est prêt, c'est juste avant qu'il fasse l'animation. Donc on sait qu'à ce moment-là, le Segway il a été performé, il n'y a pas de problème, nos données elles ont transité. Voilà, donc ici c'est une place plutôt sûre pour pouvoir faire ce genre de truc. Alors, il y a certaines personnes qui vous conseilleraient, là c'est un petit tableau tout ridicule, il va y avoir 4 chaînes de caractères dedans, donc on s'en fout, on peut le faire là. En règle générale, le reload data du table view, il peut prendre un peu de temps, donc faites-le dans le view did appear. Comme ça, c'est une fois que l'animation est terminée, votre tableau va se charger. Donc voilà. Hop, reload data, pouf pouf. Voilà, ici c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin de table view number of row. Hmm, number of row. Je mets pas number of section puisque bah, je m'en fous, il y aura qu'une seule section. Si vous le mettez pas, il envoie 0 par défaut, donc une seule section. Enfin 1 du coup, donc une seule section, donc ça pose pas de problème. Il y a besoin de le changer que quand on veut plusieurs sections, mais là c'est pas le cas. Donc ici on fait, alors on va juste tester si notre tableau, comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas quand il est appelé la première fois, donc si ça se trouve notre tableau n'est pas encore set, donc si je fais un count dessus il va péter. Donc ici s'il n'est pas set, on va s'il est set on va faire ça. Et sinon on va envoyer 0, comme ça il n'ira pas chercher plus loin. Ensuite, alors, on va revenir un petit peu. Je vais revenir dans le storyboard. Désolé, je suis un peu décousu, mais j'ai oublié un truc. Donc, dans le storyboard ici, on n'a rien touché pour l'instant. On va juste sélectionner une cellule pour l'instant. On va aller dans l'attribut inspector
et on va pouvoir voir qu'on a des trucs qu'on peut changer dedans. Enfin, un d'entre eux, c'est l'identifieur. Donc ici, si vous voulez qu'il utilise votre template que vous allez générer dans le storyboard de cellules, il faut utiliser l'identifieur qui va être là. Enfin, il faut lui donner l'identifieur et après l'utiliser dans le cell for row index pass. Il faut lui donner le même. Donc là, je vais l'appeler cell parce que j'en ai qu'une. Enfin, j'ai qu'un seul type de cellule dans toute l'application, donc on s'en fout. Et vous voyez, vous avez des informations, donc vous pouvez choisir la couleur de sélection ou si on affiche un accessoire, comme là, vous voyez, il y a la petite flèche, ou alors on peut mettre le détail, voilà, celui-là, l'info, le checkmark, si on veut, ou juste le détail. Moi, pour l'instant, je vais rien lui mettre. On peut lui mettre les accessoires pour lui dire quand il est en mode édition, est-ce qu'il doit les afficher ou pas, etc. Voilà, après vous avez tout un tas de trucs, des insets, etc. Et ici, alors là je suis sur custom, vous voyez que vous avez les types classiques qui vous sont proposés et un type custom. Alors si on utilise les types classiques, on n'a pas besoin de s'embêter à faire une classe pour la cellule. La cellule de base, elle contient un label qui s'appelle title, euh, un deuxième label qui s'appelle detail, et elle contient aussi un truc qui s'appelle, enfin, une propriété qui s'appelle image ou image view, je sais plus, dans laquelle vous foutez une image et suivant lequel des quatre là vous avez choisi, il va s'afficher soit à gauche soit à droite, je crois. Je crois que c'est en général au début à gauche. Donc, vous voyez, et après bah, vous pouvez choisir, vous voyez. Et une fois que vous avez choisi un des types par défaut, par contre vous pouvez l'éditer. Vous voyez là, le right detail par exemple, je trouve que comment, le titre il prend pas assez de place. Je veux qu'il, pardon, hop, je veux qu'il soit. Ah non, on peut plus. Ouais, je pensais qu'on pouvait l'éditer, mais non, il faut aller dans Custom systématiquement. Bon, on s'en fout pour l'instant, on va le laisser en mode comme ça. C'est très bien. Même pas, tiens, on va le mettre en mode classique. On va le mettre en mode basique, voilà. Juste un texte, puisque voilà. Donc, vous voyez, j'ai défini. Le truc important là-dedans, c'est surtout hop, hop, là, l'identifieur pour ma cellule, qu'il faut reporter dans le code après. Donc ici, on va faire table view. Désolé, je sonne. Table view cell for row at index pass. Vous connaissez tous, j'imagine, puisqu'on a tous fait des table view dans le cours. Alors, quand nanana, il est où ce nom d'un petit bonhomme. Là, on a toujours du mal à le trouver. Donc, notre cell for row at index pass, qu'on va faire, on va UI table view cell. Hop. Égal DQ reusable cell with identifier. J'aime pas laisser trop. On va faire comme ça. Voilà. C'est en minuscule. Voilà, comme ça et comme ça. Et du coup là, on peut lui mettre cell ID. Ok, ok. Ensuite, on teste si. Alors, je sais jamais dans lequel c'est. Soit dans celui-là, soit dans le collection view qu'on abordera un peu plus tard. Il y en a un des deux il y a besoin de mettre ça, l'autre il n'y a pas besoin, mais du coup je le mets dans les deux, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Ça mange pas de pain de toute façon. C'est juste que j'initialise ma cellule si jamais elle n'existe pas. Donc je la lock init et puis c'est réglé. Hop. De toute façon, il y en a un des deux qui passe jamais dedans puisque les cellules pop comme par magie de je sais pas où. Du coup, il me semble que c'est le collection view où les cellules pop de je sais pas où, alors que le table view, si on met pas ça, je crois qu'il génère, enfin, il galère à générer les cellules. Du coup, on a un style, 8 table view, c'est le style. J'ai mis quoi? J'ai mis défaut, je crois que c'est défaut celui-là. Residentifier, hop, cell ID, hop, hop. Donc là, on part du principe que vu que j'ai mis ça dans mon. Enfin, je sais que il va jamais me demander de cellule si mon data il est pas set et que c'est pas une case valide dans mon tableau. Donc là, j'ai pas spécialement besoin de prendre de faire spécialement gaffe au
truc dans mon tableau. Sinon, je le mettrai dans une string et je ferai un test pour savoir si la case que je demande existe bien dans mon tableau et tout. Mais là, on va épargner ça. Alors, title label, non, c'est pas ça. Text label, c'est ça, c'est text label, je crois. Text label.text égale hop, data et indexpass.text pardon, point row. Voilà. Et celle. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc là, on a notre truc. Si on met quelque chose dans notre tableau data, c'est réglé, ça s'affiche dans notre table view. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le view controller ici nous balance nos informations qui vont ici quand on appuie sur Go. Donc ce qu'on va faire, c'est que on le voit pas dans le code, c'est implicite, mais c'est lui qui va instancier ce storyboard, enfin ce contrôleur-ci, le table view, et qui va le présenter. Donc du coup, à un moment ou un autre, il passe par lui. Et ce moment, c'est quand il fait le segue. Du coup, vous voyez le segue, si on clique dessus, on voit, on peut changer son type ici, donc je peux mettre show ou ce que je veux. On voit ici le type de présentation, donc ça c'est du détail, je vous laisserai jouer avec si vous voulez. On peut même changer la transition si on veut. Par défaut, il pop en venant du bas, comme ça il slide vers le haut, mais sinon, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, sinon on va mettre un flip, tiens. Voilà. Donc ici, vous avez un truc identifiant, on va l'appeler, on va pas s'embêter, on va l'appeler segue. Alors, même pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler setData. Parce que dans ce segue, on va mettre les données. Alors je l'appelle comme ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Vous pouvez l'appeler Jean Roger si vous voulez, ça pose aucun problème. Hop, mais là, voilà, je sais que c'est un moyen mémotechnique pour savoir ce qu'il faut faire dans le truc. Si vous en avez plusieurs, parce que oui, on peut faire plusieurs segue par contrôleur, etc., avec plein de boutons, ou même qui sont pas liés à des boutons, des trucs comme ça. Du coup, c'est bien de mettre ce qu'il doit faire, comme ça, bah, ça vous évite de vous perdre. Ça vous fait un point d'entrée dans le contrôleur suivant. Donc là, j'ai mon segue qui s'appelle setData. On va aller dans le view controller, donc le rose là, le moche. Hop. Et ici, on va surcharger une méthode de UI view controller qui enfin voilà, qui existe dedans, qui s'appelle prepare for segue. Donc prepare for segue, vous voyez, il a deux arguments, le sender, donc le sender dans notre cas, ça va être le bouton, et il va vous passer le segue avec. Donc le segue qui est sur le storyboard représenté par la flèche là, mais c'est un objet en Objective-C qui contient un certain nombre d'informations, dont deux qui nous intéressent, qui vont être, le premier ça va être le Destination View Controller, qui va être, bah, dans notre cas, le MyTableViewController, et le deuxième qui va être l'identifier qu'on a précisé ici, donc qui va être, si j'arrive à recliquer, j'ai un handicap, voilà, qui va s'appeler setData. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que on va faire un import de MyTableViewController, comme ça on connaîtra son header public, ok, enfin son interface publique je veux dire. Ensuite ici on va faire une petite condition, if segue.identifier là is equal to string. Hop. Donc on lui file notre identifier qu'on a défini. Voilà, cette data. Et on va faire un deuxième if dedans. Segue.destination view controller. Vous voyez que c'est un type ID. L'idée c'est que ça marche avec tout. Donc du coup, on ne sait pas quelle classe c'est tout de suite. Donc on va le tester. Is kind of class. Hop. My table view controller. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ça, l'introspection, dans la première partie du MOOC. Je ne l'ai pas vu dans la deuxième, je crois pas. C'est vachement pratique. L'introspection, s'il y a des gens qui n'ont pas trop d'idées de ce que c'est, dites-le moi sur le forum ou dans les commentaires de la vidéo et je ferai un petit truc là-dessus. Parce que c'est un des trucs super cool qu'il y a dans Objective-C, c'est qu'on peut faire du générique à balle et adapter tout en fonction des classes. Donc voilà.
Donc on sait que notre Segway c'est le bon, on sait que dans le doute on n'a pas changé le type de contrôleur de réception, donc on sait qu'on va s'adresser à un MyTable View Controller. Donc du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le mettre directement, voilà, on va l'appeler comme ça. Il faut le caster forcément. Tac. Segway. Destination du contrôleur. Voilà. Donc là, notre MyTableViewController, il a été instancié à ce moment-là. Le Segway, ce qu'il va faire, c'est que il va aller le chercher dans le storyboard. Donc il va regarder s'il existe bien celui voilà, celui vers lequel il pointe. Et ensuite, il va l'instancier avec ce qu'il y a dans le storyboard. Et ensuite, il va nous dire, il y prépare ForceSegway parce que il va nous appeler avant la transition, quelque part. On ne sait pas exactement où, donc c'est à nous de composer avec. Mais il nous appelle quelque part avant la transition. Donc là, on est dans notre prépare ForceSegway. On va pouvoir faire, on connaît notre MyTableViewController, au moins ses méthodes publiques. Donc on va pouvoir lui définir la property data. Donc ici, on va faire un truc genre MyTVC. MTVC point data égale, et puis qu'est-ce que je fous là, comme ça, un tableau avec des chaînes de caractères. Alors on va mettre mes préférés, Toto, Tutu, Titi et Tata. On va être bien comme ça, les enfants. Merde, pardon, trompé de bouton. Titu, Titi et Tata, voilà. Hop, Toto, Tutu. Oh là, zut, je fais n'importe quoi. Ah, il est tard aussi, hein. Vous voyez, quelle idée d'enregistrer à 20h. Titi et Tata. Hop. Voilà. Ici, voilà. Et ça, c'est suffisant. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 lignes de code ici. Et dans celui d'après, j'ai... en tout, je dois avoir 15 lignes de code, tout casser. Et on a fait un truc. Alors effectivement, c'est moche et ça sert à rien. Mais on a un bouton, on clique dessus, vous voyez, la transition flip. Et on a notre table view ici avec Toto, Tutu, Titi et Tata. Voilà. Vous voyez, c'est pas spécialement super compliqué. Avec le storyboard, on économise vachement de code. Là, j'ai discuté pendant tout le long, donc du coup, j'ai mis une pelletée de temps, mais en principe, ça prend allez, 10 minutes à faire et c'est réglé. Vous voyez, et c'est pour ça les trucs genre mes activités, je pense que l'ensemble du projet en incluant Core Data m'a pris 2 heures à faire. Et je vous avoue que j'ai gagné un paquet de temps rien que sur l'utilisation du storyboard. Si j'avais dû designer tout l'interface à la main, à mettre tous les positionnements et tout le bousin, j'y serais encore peut-être. Donc vous voyez, ça se fait plutôt simplement une fois qu'on a pigé. Alors je regarde dans ma liste si j'ai tout vu. Les boutons et les labels, les connexions sur les contrôleurs et des contrôles vers les contrôleurs, j'espère que je suis allé assez en détail. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si jamais il y a d'autres questions là-dessus, posez-moi la question et puis j'essaierai d'y répondre dans la prochaine. Euh, alors les Segway avec plusieurs contrôleurs, c'est fait. Je vais juste vous montrer un dernier truc parce que c'est sympa. Euh, on va on va ajouter un navigation controller rapidement parce que dans le cours on l'utilise le navigation controller. Du coup, ça serait dommage de ne pas l'utiliser avec un storyboard. Donc ici, on fait comme le, pardon, il galère, on le drague n'importe où, on s'en fout. Voilà, on prend un navigation controller, donc il vient en prime avec un table view controller. Alors on s'en fout, celui-là, on le déblaye. Hop. Alors ici, si vous faites comme ça, votre application va toujours démarrer sur le rose là, parce que votre flèche, voilà, elle pointe toujours dessus. Donc en premier, on fait pointer la flèche sur le navigation controller, vous voyez, elle est là. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va faire comme si on voulait faire un segway entre les deux, entre le navigation controller et notre contrôleur principal. Là, on fait ça, et vous voyez que on a nos segways manuels, et on a un nouveau qui est apparu, Relationship Segway qui s'appelle. Et du coup, c'est le Root View Controller. C'est ici qu'on définit
qu'est-ce qui est la vue principale de notre navigation controller, enfin quel est le contrôleur principal de notre navigation controller. Putain, j'ai du mal à parler. Du coup, c'est ce qui va être à la racine du tableau qui est dans Navigation Controller qui s'appelle View Controller. Donc quand on clique dessus, vous voyez, attendez, il faut que je zoome. Quand on clique là-dessus, vous voyez, il n'y a rien. C'est juste la relation entre les deux. Par contre, si on clique sur le Navigation Controller, on peut changer des trucs. Alors, je crois qu'il faut cliquer sur, je sais plus où, mais ouais, bah, déjà ici, quand vous avez le Navigation Controller sélectionné, voilà, on voit Show Navigation Bar, on peut lui faire afficher une toolbar en bas, et du coup, c'est lui la racine, c'est lui le contrôleur principal de l'application, donc il est au top de la hiérarchie. Donc du coup, tout ce qui s'affiche là s'affichera sur toutes les vues qu'il intègre, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc si vous mettez une toolbar ici, normalement, elle s'affiche partout. Vous voyez que là, ma navigation bar, elle apparaît, et ma toolbar, elle apparaît en bas. Et du coup, si on met des boutons dans notre toolbar, bah ça apparaît, pareil. Et en principe, il me semble que ça suit le Segway. Vous pouvez peut-être faire en sorte qu'elle dégage quand vous faites un Segway, mais sinon, là c'est parce que celui-là c'est un modal. Mais maintenant que je suis dans un navigation controller, je dois pouvoir faire un push. Alors le push, ça s'appelle show maintenant. Il suffit de cliquer dessus. Vous voyez que j'ai plus de type là. Je peux plus changer la transition, etc. J'ai juste un push. Donc ça veut dire que il va glisser de la droite vers la gauche parce que c'est le comportement qu'Apple veut. Si demain Apple définit que le push il glisse de la gauche vers la droite, vous verrez que 90% des applications que vous utilisez elles vont se mettre à slider dans le mauvais sens. C'est normal. Et donc vous voyez, ma toolbar elle est là, et elle est là. Le Navigation Controller contrôle tout en fait, puisqu'il est à la racine de l'arbre de navigation entre guillemets. Il intègre ses propres éléments par-dessus les contrôleurs. Donc là, vous voyez, la toolbar. Bon, pour l'instant, la toolbar, on s'en fout, donc je vais la dégager. Hop. Et vous voyez, vous pouvez faire en sorte qu'il cache les barres au sweep, au tap, quand le clavier apparaît, et quand il est en compact verticalement. Voilà. Et vous pouvez faire un truc cool aussi, c'est que vous sélectionnez votre contrôleur ici, vous lui donnez un titre. Donc on va l'appeler main, par exemple. On va lui donner un titre court parce que j'aime bien, parce que j'ai pas envie d'écrire. Et celui-là, on va l'appeler, de toute façon on s'en fout, ça se verra pas. Mais en principe, alors si je dis pas de bêtises, le titre que j'ai mis là, il va s'afficher dans le bouton retour. Alors, on va builder et vous allez comprendre. Hop, voilà, je l'ai appelé main. Donc vous voyez, là maintenant il s'affiche avec la jolie navigation bar. Quand je tape sur Go, il va plus me faire le flip, mais il va slider de droite à gauche. Pouf. Et ouais, il m'a mis back là. Merde, c'est pas ça alors, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Du coup, ça doit être le titre qu'on met ici. Voilà. Donc si vous sélectionnez le navigation bar ici, vous avez trois items que vous pouvez remplir. Donc ici, voilà, c'est ça. C'est le back button qu'il faut remplir. Donc là, si vous voulez mettre, euh, je vais mettre pour les identifier, je vais leur mettre des trucs mieux. Donc celui-là, on va l'appeler Jean-Roger. Donc dans le retour, on va mettre Jean-Roger. Dans le prompt, on va mettre Balibalo. Et dans le titre, on va mettre Simone. Voilà. Comme ça, vous faites bien la différence entre. Voilà. Donc vous voyez, le titre, il va s'afficher ici en gras. Le prompt, c'est pour afficher un message. En général, c'est temporaire, le prompt. On le voit dans certaines applications, dans la navigation bar, vous avez un prompt qui apparaît. Et puis au bout d'un certain temps, en général, il se casse. Et voilà, il me semble que le Jean Roger, il va s'afficher quand on sera sur le table view ici, il va s'afficher sur le bouton retour. Donc si on clique là, je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, ici la fiche Jean Roger, voyez. Et vous avez vu aussi la petite animation pour cacher le prompt, parce que sur la page là, il y a un prompt, et sur la page là, il n'y a pas de prompt. Et du coup, ça vient gratos, il n'y a rien à faire. Donc je vais enlever les trucs nuls, hein. On va pas faire un truc qui ressemble à ça. Donc titre, on va mettre main, prompt, on va rien mettre. Et ici, on va mettre back to main. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et ici, on peut lui mettre un titre aussi si on veut. C'est plus sympa. Donc là, on va mettre. Pourquoi j'arrive pas à la sélectionner? Title.
Non merde, c'est pas celle-là. Il veut plus que je sélectionne. C'est pas celle-là pourtant. Bon, je veux pas réussir, c'est pas grave. On peut en principe, on peut sélectionner la navigation bar et puis mettre un titre sur chaque truc. Et sinon, si on met un titre là, normalement, mais là, il a pas l'air d'avoir envie, mais normalement, il met le titre pas la place qui est dédiée au titre. Mais là, je sais pas pourquoi, il a pas l'air d'avoir envie. Faudra que je regarde ça en détail. La prochaine fois, je vais regarder ça et puis je ferai l'explication de ça la prochaine fois. Pour l'instant, on va l'appeler ma super liste. Voilà. Et du coup, là, alors ma super liste, il va pas s'afficher parce qu'il a envie de m'emmerder, mais voilà. Ici, on voit le main. Ah bah si, vous voyez, il s'affiche là. Et du coup, là, on voit le back to main. Voilà. Avec ma super liste. Et vous voyez que j'ai pas eu besoin de changer mon code. Puisque du coup, j'ai pas dans ce contrôleur-là, non pas dans ce, pardon, dans le rose, hein, j'ai fait un prépare for Segway qui est appelé qu'on fasse un Segway de façon modale ou qu'on fasse un Segway de façon push avec un navigation controller. Il est appelé de manière indépendante de ça. Et donc du coup, j'ai pas changé son identifieur et j'ai pas changé le type du contrôleur d'arrivée. Donc du coup, il n'y a pas de raison que ça marche pas dans ce coup-là. Donc il m'a toujours envoyé mes données comme il faut. Donc voilà, je reprends, c'était ça, c'était juste le petit point que je voulais aborder à la fin. Le navigation controller, vous voyez, c'est tout simple. Donc, je refais le point sur ma liste. Les boutons et les labels, c'est fait. Plusieurs contrôleurs, plus les segways, c'est fait pour l'instant. On y reviendra plus tard, mais voilà. Le table view, c'est fait, en partie. On pourra y revenir pour certains autres trucs, mais pour l'instant, je vous ai montré comment faire. Après, dans le cours, vous avez déjà vu comment ça fonctionnait un table view. Donc, bah, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. Plusieurs storyboards, je l'ai pas fait, je vais pas le faire parce qu'il est tard là. Euh, et le split view, je l'ai pas fait non plus. Donc du coup, la prochaine fois, on commencera par faire des split view et je vous montrerai pourquoi et comment utiliser plusieurs storyboards surtout. Et du coup, on fera des segways manuels avec des contrôleurs qui sont dans des storyboards. Ça va être cool. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, j'arrête ça. Hop, on va sauvegarder, comme ça on finira ça la prochaine fois. Et puis bah écoutez, j'espère que ça a été. J'espère que vous m'avez bien entendu, qu'il n'y a pas eu trop de bruit derrière. Je suis désolé, ça a traîné un peu, je voulais pas passer les trois quarts d'heure et ça fait 1 heure et demie presque. Du coup, voilà. Euh, et puis j'essaierai, je pense que je vais refaire un deuxième tutoriel dans la semaine. Pas demain, mais peut-être jeudi ou vendredi. Donc voilà. En attendant, bonne semaine, bon courage avec le projet pour la certification pour ceux qui vont la tenter. Et puis, bah voilà, à la prochaine.